7h, 9h, Europe 1 matin. Dans un petit peu plus d'un quart d'heure sur Europe 1, vous avez rendez-vous à 9h avec Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour mon cher Philippe, le programme ce matin. Alors déjà, une grande voix Europe 1, je vous explique. Un documentaire formidable sur France 5 qui raconte les face-à-face entre les présidents et la rue. Ça n'a pas commencé avec les Gilets jaunes, il y avait déjà ça avec la chienlit de Gaulle 68. Magnifique doc signé Patrice Duhamel et Michel Cotta. Grande voix d'Europe 1, ils seront tous les deux nos invités pour l'info média du jour. Le documentaire s'appelle Président, le prix à payer face à la rue. Il tape sur des bons bouts et c'était numéro 1, vous avez reconnu Philippe Laville. Philippe Laville sera notre invité. Il a un nouvel album, il s'appelle Sous le même soleil. C'est 10 remixes et 2 inédits et du rire en pagaille. On va chanter extraits quoi. En pagaille. On va chanter, on va entendre 2 titres même. Très bien, parfait. Rendez-vous dès 9h sur Europe 1 pour Culture Média avec Philippe Vandel. À tout à l'heure Philippe. Europe 1 matin. Et place au vendredi thématique, Lionel Gougelot avec votre invité. Bonjour Didier Pleu. Bonjour. Vous publiez aux éditions Odile Jacob un dernier ouvrage intitulé L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est un peu le thème de notre rendez-vous, de notre vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. C'est un ouvrage, Didier Pleu, dans lequel vous faites le bilan de ce mouvement de l'éducation bienveillante, que l'on appelle également l'éducation positive. D'abord, dans les grandes lignes, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on observe comme effet, on va dire, négatif ou peut-être délétère maintenant de ce mouvement de l'éducation bienveillante ? C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années, quand on est praticien comme moi, qu'on voit des enfants, des adolescents qui vont pas bien du tout. Et quand on quête un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau familial, historique et autres, on ne voit pas du tout de carence éducative, de maltraitance, mais au contraire des parents qui sont très positifs, très bienveillants, très empathiques. Et apparemment, ces enfants-là sont très vulnérables dès qu'il y a un problème relationnel, scolaire et autres. Et ce que je vois aussi, c'est que les parents sont complètement en burn-out. Ceux qui appliquent à la lettre l'éducation bienveillante, qui est en fait l'éducation positive à la française, sont complètement épuisés. Alors on va revenir dans le détail, peut-être sur certains effets, sur certains comportements, notamment par rapport à certaines familles. Est-ce que vous diriez que ce mouvement d'éducation bienveillante, dont Bruno Rome nous disait tout à l'heure à 7h10 qu'il est apparu en France dans les années 60, c'est bien ça, est-ce que c'est un mouvement qui a engendré des générations de jeunes adultes, comme l'on dit maintenant, intolérants à la frustration ? Oui, tout à fait, parce que c'était un peu mon hypothèse que je défends depuis maintenant 40 ans. C'est vrai que ça a démarré dans les années 60-70. Bon, il y a eu Françoise Dolto qui était nécessaire pour sortir de l'autoritarisme parental des années 50. Mais ensuite, quand on a appliqué le modèle justement très bienveillant de Françoise Dolto, ça ne marchait pas, puisqu'elle refusait tout ce qui était autorité, tout ce qui était conflictualité. Il faut savoir que Carlos témoignait en disant que maman était formidable au niveau communication, mais on avait des ratatouilles le soir par notre père qui cognait fort, quoi. Vous voyez, donc on était toujours dans cette oscillation entre empathie totale et puis tout d'un coup, boum, c'est un peu ce qu'on entend en ce moment avec le retour du fil dans ta chambre. Moi, c'est ce que j'ai connu, étant gamin, le fil dans ta chambre. Mais l'origine du mal n'est pas là. Oui, parce que vous le racontez vous-même dans cette publication, dans votre dernier ouvrage, Didier Pleu, l'éducation bienveillante, ça suffit. Vous-même, vous avez été, entre guillemets, victime d'une éducation à la dure, quoi, finalement, Oui, c'est ça. Enfant des années 50, c'était entre les paires de baffes de l'instit, les remontrances du curé et puis les engueulades à la maison. Ouais. Donc c'est pour ça le fil dans ta chambre, j'ai bien connu, mais ça ne résout rien. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faudrait maintenant, c'est éduquer les enfants à accepter le principe de réalité, c'est-à-dire en amont. C'est se demander comment ça se fait qu'un enfant pique des colères au point qu'on lui dise va dans ta chambre, dégage, etc. S'ils en arrivent là, c'est qu'ils sont justement, vous avez prononcé le mot, très intolérants aux frustrations, et malheureusement c'est exponentiel. L'enfant roi devient adulte roi, etc. Ça ne s'arrange pas. Donc est-ce qu'on peut éduquer en amont ? Alors justement, la question que l'on se pose avant que l'on revienne un petit peu dans le détail, Didier Pleu, est-ce que justement ce mouvement d'éducation bienveillante, positive, est-ce que ça peut déboucher sur des handicaps pour des enfants devenus adultes qui deviennent des adultes tyrans aussi ?
Bah oui, c'est un handicap dans le sens, ils n'ont pas le sens des réalités. Tout est fait pour stimuler leur ego, tout est fait pour stimuler leur créativité, tout est fait pour stimuler leur personnalité. On pense que l'empathie est naturelle, mais malheureusement, moi j'ai toujours pensé qu'il y a une sorte de stade de développement de la toute-puissance chez l'humain. Donc si l'humain, tout enfant, préadolescent et adolescent n'est jamais arrêté, oui, effectivement, il rentre dans ce qu'on appelle la tyrannie, c'est-à-dire qu'il va chosifier les parents qui seront des parents taxis, parents restaurateurs, parents club med, parents hôteliers, tout ce que l'on veut, mais il y aura toujours une chosification, c'est-à-dire que l'autre n'est pas du tout apprécié en tant que personne. Et après, à l'âge adulte, c'est tout pour ma gueule, c'est les incivilités, c'est je fais ce que je veux quand je veux, et m'en n'est pas, etc. Et ce sont aussi des enfants qui, devenus adultes, vont remettre en question toute forme d'autorité, hein, par exemple la police, monsieur le maire, le patron de l'entreprise, etc. Oui, ça démarre à l'adolescence, on voit de plus en plus d'effets du style j'ai une mauvaise note en espagnol, je vais attaquer la prof, des tas de choses comme ça où finalement c'est simplement parce que dès qu'il y a de l'autorité, dès que quelqu'un dit non, tu peux pas te conduire comme tu as envie de le faire, on n'est pas dans un monde bisounours où tout est possible, ça ne marche plus. Et c'est vrai que si on les a habitués en famille et parfois à l'école à fais ce que tu veux, t'es formidable, etc., dès que quelqu'un s'interpose pour dire écoute Coco, c'est pas ça la socialisation, c'est pas ça le rapport à l'autre, ça ne marche plus. Donc aussitôt, c'est l'agressivité. Mais alors, Didier Pleu, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que cela n'a pas été aussi, finalement, ce mouvement d'éducation positive, favorisé par cette espèce d'injonction que l'on fait aux parents depuis des années d'être des parents parfaits? Oui, tout à fait. Non seulement c'est une injonction, mais c'est en plus une philosophie, et c'est pour ça que j'appelais ça la French Touch au niveau de l'éducation bienveillante à la française, parce que moi j'avais même fait partie de la promotion de Triple P, qui était un programme de parentalité positive, vous voyez, d'éducation positive, mais à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que c'était des apprentissages comportementaux pour, si ça se passe bien, on renforce le positif, il faut plutôt renforcer le positif que le négatif. Donc tout ça marchait bien, mais ça a été dévoyé chez nous, parce que chez nous, alors on va encore me taper sur les doigts, mais depuis Françoise Dolto, c'est avec un enfant, il faut garder le lien. Ouais. C'est la théorie de l'attachement. Si vous sécurisez l'enfant, si vous l'aimez, il va s'épanouir. Oui, il faut de l'amour. Hein. Si on retourne au blues gris, ça marchera pas. Ouais. Mais s'il n'y a pas non plus de conflictualité, de frustration, d'apprentissage de l'effort, ça ne marche pas. Donc ça n'est pas simplement une histoire de, il faut le sécuriser au niveau affectif, il faut lui apprendre les réalités. T'es pas tout seul, c'est dur, on va te faire des choses que tu n'aimes pas forcément, etc. Et c'est pour ça que vous utilisez d'ailleurs cette formule dans votre ouvrage, Didier Pleu, cette formule, j'allais dire magique, non, peut-être pas, mais en tout cas la formule idéale, c'est amour et frustration, c'est-à-dire savoir poser les limites en assurant l'enfant de son amour. Oui, les deux. Alors, il y a un côté en même temps qui va faire sourire certains politiques. Mais il y a toujours une question d'équilibre finalement dans l'éducation des enfants. Mais de toute façon, oui. Sinon, c'est pour ça que je crains en ce moment le mouvement de balancier. Il y a des tas de gens qui me disent là, en consultation, bon, on peut y aller. Alors, on peut piquer de gueulantes, on peut les mettre dans la chambre, les exclure. Fini l'histoire du bisounours. Je dis attention, non. Et remettre la il va fessée falloir aussi, réapprendre à l'enfant. Pardon ? Et remettre la fessée aussi, certains voudraient y revenir. Non, mais ça risque, parce que quand le filtre de ta chambre, qu'une mesure d'urgence ne marchera pas, parce que ça ne marche pas, à un moment donné, ça calme le feu, mais ça n'est à rien du tout. Donc, il faudra se dire, oui, je retrouve de l'autorité parentale, alors bien sûr, avec le bon côté de l'éducation positive, c'est-à-dire gratifier, être présent, être empathique, comprendre, accueillir les émotions, tout ce qu'on veut, mais aussi en étant un adulte, comme on dit, significatif, qui dit de temps en temps, je suis pas d'accord, je suis pas disponible, etc. Mais ce qui est important selon vous, si je vous ai bien lu, c'est d'intervenir rapidement, dès la première transgression de la règle de l'autorité parentale, mais ça suppose une certaine exigence de la part des parents. Oui, bien sûr, c'est vrai, quand je dis intervenir la première marche de l'escalier, c'est effectivement, dès le matin, si un enfant est grognon au petit déjeuner, c'est très vite lui dire, tu peux peut-être mettre les couverts ou participer à je sais pas quoi, couper le pain, faire un truc, quoi. C'est tout le temps être dans la vigilance, mais c'est pas non plus être parfait. Vous verrez que ça marche très bien quand on fait une sorte de code familial en disant, voilà ce que je demande, il y aura des petites récompenses et des petites conséquences si ça marche pas. C'est beaucoup plus simple que marcher à l'émotionnel, c'est-à-dire avec cette empathie affective, je me mets à la place de l'enfant, il est malheureux, il déprime le pauvre vieux, et puis là, ça rend impuissant. Et les gens qui font ça sont 10 fois plus tenus de faire des choses tout le week-end, ils sont chosifiés, c'est 4 fois le zoo, c'est 5 fois les histoires du soir. Non, c'est épuisant d'être un parent bienveillant. Donc je leur dis, soyez positifs, mais aussi
contraignant, et puis vous avez votre vie d'adulte. Enfin, on n'est pas là tout le temps à la disposition des enfants. En fait, c'est moins fatigant, tout simplement. Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur la notion de caprice des enfants. Est-ce que le problème ne vient pas du fait aussi que trop de parents, finalement, confondent caprice de l'enfant et mal-être? Ben oui, mais le problème, s'ils le confondent, c'est qu'on leur a enseigné ça. Hein. Notre grande Françoise Dolto disait « Un enfant ne fait jamais de caprice ». C'est la théorie psychanalytique. Derrière un comportement négatif de l'enfant, pour eux, il y a toujours un sens. Et le sens, c'est que l'enfant désire quelque chose, désire exister ou est en train de signer un mal-être. Non, un enfant, quelquefois, signe effectivement un mal-être et a envie d'être écouté, mais le plus souvent, s'il fait des crises, c'est parce que son principe de plaisir immédiat est en train de s'arrêter. C'est-à-dire, si on lui demande d'arrêter de jouer, si on lui demande d'arrêter de socialiser, de manger ou des choses comme ça, il va péter un plomb parce que l'enfant est branché pour le principe de plaisir comme tout être humain. Donc c'est nous qui allons l'éduquer, le parent, en lui disant c'est pas possible. On peut pas tout le temps satisfaire tes désirs. Donc si on pense que tout ça ça n'est pas un caprice, dans ce cas-là on rentre dans l'interprétation et tout ce qu'on a connu depuis des années et qui ne marche pas. Et ça suppose aussi, j'ai retenu la formule, enseigner le difficile, comme vous dites dans votre ouvrage. Oui, c'est souvent ça, les gens me disent, mais c'est dur votre truc, c'est quoi le difficile? Mais non, mais enseigner le difficile, c'est inclure un peu de déplaisant dans l'éducation. Si on voit qu'un tout petit a du mal avec ses cubes et puis il veut changer de jeu aussitôt, on peut très bien lui dire, tiens, reprends un petit peu tes cubes pour voir s'ils peuvent être en équilibre. C'est enseigner que, oui, effectivement, avant de manger, on peut faire une petite cueillette en automne pour les fruits, pour faire je sais pas quoi, ramasser des noix et les offrir à la grand-mère. C'est montrer qu'il n'y a pas forcément d'immédiateté, mais quelquefois il y a un grand bonheur quand on fait des choses plus contraignantes, moins plaisantes. C'est-à-dire quand on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et ça, c'est l'adulte qui doit l'enseigner. L'enfant va pas réclamer « je veux augmenter mon seuil de tolérance aux frustrations » comme dit Bleu, éduquez-moi comme ça. Il s'en fout, lui. Est-ce que dans cette situation que l'on observe aujourd'hui, Didier Pleu, est-ce que l'éducation nationale a une responsabilité dans ce phénomène ? Pas entière, mais c'est vrai que quand je vois, alors là, je vais encore faire taper sur les doigts, mais depuis la pédagogie Mérieux qui était centrée sur l'enfant, qui venait du doltoïsme aigu et de la psychanalyse, il y a eu, les enseignants ont baissé la garde parce que on leur a dit qu'un enfant apprenait mieux sans stress, dans une éducation bienveillante et positive. Il marche aussi à ça. Mais il faut aussi que l'enfant puisse accepter d'apprendre les déclinaisons allemandes ou les verbes irréguliers en anglais. C'est-à-dire, il n'y a pas que du fun dans l'apprentissage, il y a aussi des choses pas sympas. Donc c'est l'apprentissage de l'effort, en quelque sorte, également. Les deux, que ce soit pas les blouses grises, on nous apprenait des trucs par cœur, on savait pas pourquoi, on se faisait taper sur les doigts. Mais est-ce qu'on peut faire un apprentissage sympathique, empathique, qui motive l'enfant, effectivement, dans son développement personnel, mais aussi le contraindre à apprendre des trucs qu'il a pas envie de faire, comme on fait du solfège pour la musique, on s'exerce pour les maths, et puis on s'entraîne pour le foot. Autre formule qui m'a marqué, Didier Pleu, dans votre dernier ouvrage, l'éducation bienveillante, ça suffit, publié aux éditions Odile Jacob. Vous dites que les carences éducatives sont souvent plus délétères que les carences affectives. Alors ça va vraiment à contre-courant d'une sorte de pensée unique en matière d'éducation. Oui, parce que l'hypothèse centrale dans notre pays, c'était l'hypothèse psychanalytique, et elle avait raison à une certaine époque où, effectivement, les enfants étaient éduqués à l'autoritarisme et on ne tenait pas compte de leur personnalité. Donc il y avait des carences affectives. L'enfant était insécurisé, était quasiment détruit, etc. Mais ce que je vois maintenant, c'est que ça donnait des belles petites névroses. C'est notre génération, là, qui a pu se rebeller et qui n'était pas forcément en pleine forme. Mais ce que je vois, c'est que les enfants actuels ou adolescents qui ont des carences éducatives, c'est-à-dire qu'ils sont éduqués simplement dans le monde bisounours et bienveillant, ils ont 10 fois plus de difficultés à s'adapter. Là, on n'est plus dans le monde des petites névrosettes, on est dans le monde de je n'accepte pas la réalité. Donc ça oscille entre dépression, j'ai pas envie de vivre, ou alors je vais détruire tous ceux qui m'empêchent de vivre comme je veux. Donc c'est grave. Et vous rencontrez beaucoup de familles en détresse ? Oui, beaucoup trop. Alors c'est vrai qu'attention, l'éducation positive, quelquefois marche bien pour les enfants très anxieux, mais dès qu'on a un enfant un peu intrépide, qui a un tempérament fougueux, ces parents-là sont épuisés à courir, à toujours essayer de garder le lien, à toujours être dans le positif. Ça n'est pas possible. Quand on est parent, on ne peut pas être tout le temps bienveillant. J'ai pas dit d'être malveillant, mais j'ai dit d'être
empathique et frustrant, les deux. Vous Voilà. avez plusieurs fois cité Françoise Dolto au cours de cet entretien. Didier Pleu, on vous a souvent présenté comme un anti-Dolto, notamment en ce que vous considérez que le verbe et la parole ne suffisent pas, ne font pas tout finalement dans l'éducation de l'enfant. C'est ça le problème. Bien sûr que c'est essentiel d'écouter un enfant dans ses atermoiements, dans ses difficultés, etc. Exprimer ses émotions, ça c'est le bon côté que nous a enseigné Dolto. Mais ça ne suffit pas. Il y a toute une théorie de l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis dans un lien favorable avec mon enfant qu'il va se socialiser, qu'il va intégrer la réalité. Il faut qu'il apprenne aussi. Et quand il apprend, il n'a pas tellement envie d'apprendre qu'on peut pas jouer tout le temps, qu'on peut pas être tout le temps le centre du monde. Donc c'est ça la difficulté. Toujours pareil, si on croit à une hypothèse unique, c'est mort. Et on retrouve donc le fameux équilibre que l'on évoquait tout à l'heure entre ces deux modes finalement d'éducation. En tout cas, je renvoie nos auditeurs, Didier Pleu, à votre dernière publication, L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Et ça va secouer quelques idées reçues. En tout cas, merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin, Didier Pleu. Excellente journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.